Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo consacrée au stress, je vais vous présenter la manière dont on réagit au stress. Alors, le stress développe trois programmes, trois réactions qui vont se succéder en fait en fonction des événements et notamment du succès ou de l'échec du précédent pour éloigner le danger perçu. L'ordre de succession peut changer lorsque notre instinct évalue que nous ne sommes pas capables de fuir ou de combattre. Alors, quels sont ces trois états d'urgence de l'instinct? Le premier, c'est la fuite. On parle aussi de flight en anglais, qui est une fuite active. Il s'agit là de s'échapper, de se cacher, de partir, de s'enfuir, et ça s'accompagne souvent d'un certain niveau d'anxiété. Le deuxième état, c'est ce qu'on appelle la lutte ou le combat, fight. Là, il s'agit en fait de se retourner contre l'agresseur, ça peut être de l'intimider, de se battre. C'est une sorte d'agressivité défensive et elle s'accompagne d'agacement et de colère. Et enfin, le troisième, que l'on appelle l'inhibition, le figement, freeze, c'est une fuite passive. Là, on va se faire oublier, on va faire le mort, pardonner. Alors pour un animal, ça peut être de se laisser manger et ça s'accompagne en fait d'un sentiment de découragement. Alors, que nous dit la neurobiologie du stress? Si la vieille partie du cerveau chargée de nous protéger, l'hypothalamus notamment, qui est situé dans les territoires dits reptiliens, juste au-dessus du tronc cérébral et de la moelle épinière, à la racine du cerveau en quelque sorte, on le voit bien sur le schéma. Si cette vieille partie du cerveau détecte une situation de danger ou l'interprète comme telle, elle va enclencher tout ce processus instinctif, c'est-à-dire un processus génétiquement programmé de survie qu'on appelle le stress. Donc c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle volontaire, c'est quelque chose qui se fait de façon spontanée, on va dire. Donc le cerveau reptilien, en l'occurrence, est le point de départ du stress. Prenons un exemple, face à une situation, le cortex préfrontal, c'est-à-dire celui qui est situé à l'avant de la tête, perçoit et analyse la situation comme stressante. Donc ça peut être un stress aigu, ponctuel, et en lien avec l'hippocampe et l'amygdale, qui gèrent les émotions. Il va activer l'hypothalamus, qui va mobiliser d'abord une branche qu'on appelle sympathique, qui contrôle les activités autonomes du corps, comme la respiration, le cœur, la contraction des muscles lisses, et produit les hormones du stress via les glandes surrénales. Puis, solliciter ce qu'on appelle l'axe hypothalamus-hypophyse cortico-surrénale pour produire du cortisol. Alors, regardons ça plus en détail. On voit ici ce qu'on appelle en jaune ici, ce qu'on appelle la voix aiguë. La voix aiguë, elle fait appel à ce qu'on appelle le système nerveux sympathique, on y reviendra bien sûr, qui prépare l'organisme à l'effort. Le système nerveux sympathique, il appartient au système nerveux autonome qui est situé dans le cerveau reptilien. Ce système nerveux sympathique, il va activer, on le voit ici, les glandes surrénales, qui vont libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline dans le sang, avec pour effet la contraction musculaire, l'élévation du rythme cardiaque, la dilatation des pupilles, tout ça pour mobiliser l'attention, la vigilance et améliorer notre réactivité, qui sont des actions finalement indispensables pour, par exemple, des réponses de fuite. Cette voie, elle permet une réponse rapide, brève, ce qu'on appelle la phase d'alarme. Donc, c'est la fuite active, mais ça peut être aussi le combat. Et puis, on a ici, en violet, la voie chronique, qui, elle, va faire appel à l'axe hypothalamo-hypophysaire. Dans ce cas-là, l'hypothalamus va libérer l'hormone CRH, ou corticotropine releasing hormone, qui va activer l'hypophyse et les glandes surrénales. L'hypophyse va libérer de la CTH, de l'hormone adrénocorticotrope, dont le rôle va être de stimuler les glandes surrénales pour qu'elles sécrètent du cortisol.
Le cortisol aura par exemple pour fonction de maintenir le taux de glycémie pour permettre d'apporter suffisamment de glucose à l'organisme si l'agression se prolonge. Le cortisol va mobiliser les ressources énergétiques. Cette voie est plus lente et elle fournit un soutien supplémentaire différé. C'est ce qu'on appelle la phase de résistance. On y reviendra également. Donc, si le stress est aigu, par exemple un stress épisodique et de courte durée, il peut être donc géré grâce à un rétrocontrôle du cortisol et le CRF n'est plus sécrété. Le cortisol va ainsi réguler sa production et on entre alors dans un processus d'adaptation physiologique au stress. Si par contre le stress est chronique, c'est-à-dire il est toxique parce que de longue durée, et que les capacités d'adaptation sont dépassées, le cortisol n'arrive plus à se réguler et peut conduire à un épuisement. Notre système de réponse au stress n'est pas conçu en fait pour fonctionner en continu, mais pour répondre à des facteurs de stress aigus et donc ponctuels. On le voit ici, ça va avoir un effet soit d'autorégulation et ça va freiner l'activation de l'hypothalamus, ou sinon, effectivement, on rentre dans un système, je dirais, qui est en surchauffe quelque part, et qui peut là générer, on le verra dans les symptômes, des effets délétères. Alors, Hans Selye, qui est un endocrinologue canadien de mémoire, a défini le stress de la manière suivante, lui dit que c'est l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. Pour lui, le stress est une réponse non spécifique du corps à toute demande qui lui est faite. Non spécifique dans le sens où la réaction physiologique est toujours la même, quel que soit le facteur, quelle que soit la personne. Quelle que soit donc la nature du stimulus, voilà, il répond, l'organisme, de la même manière, avec des changements biochimiques identiques qui sont destinés en fait à faire face à toute demande accrue imposée au corps humain. L'organisme, il répond en fait à ces stimuli pour maintenir un état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire faire en sorte de maintenir constante, stable, les paramètres de l'organisme tels que la température corporelle, le taux de glucose, etc. Il va publier en 1956 un livre qui s'appelle The Stress of Life et il décrit ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Donc on le voit ici, 3 étapes de ce syndrome réactionnel, en fait, endocrinien, qui comporte 3 phases, on l'a évoqué tout à l'heure. La phase d'alarme, c'est le moment où on est exposé au stress. La phase de résistance, si le stress dure plus longtemps, et s'il perdure, au-delà de notre capacité de régulation, il conduit à l'épuisement. Alors, il appelle donc ce syndrome général d'adaptation ou stress, et quand il a poursuivi ses recherches, il a développé ce qu'on appelle le concept de stress, qui est un terme inventé qui se compose en fait de 2 parties, le préfixe EU qui vient du mot grec qui signifie bien ou bon. Donc accolé au mot stress, on pourrait qualifier ça de bon stress, ou en tout cas d'un stress qui n'est pas bon au sens moral du terme, mais en tout cas qui est tel que l'organisme peut y faire face. Voilà, c'est un stress qu'on peut arriver à gérer. Et à l'inverse, il y a le fameux distress, qui est un stress tellement important que l'on ne peut plus y faire face, parce qu'il est soit trop fort, soit qu'il perdure dans le temps. Il va montrer que le phénomène de stress, en fait, est un dispositif de vigilance salvatrice et que cette survigilance, elle est dommageable lorsque la quantité de demande, en fait, dépasse la capacité de réponse du sujet. Son apport, il est majeur, en fait, parce que quand il parle de stress négatif, c'est-à-dire défavorable ou positif favorable, il laisse entrevoir que par le développement en fait de nos compétences individuelles et collectives, on peut transformer ce stress négatif en stress positif grâce justement à notre capacité à faire face. On y reviendra plus tard dans une vidéo qui s'intitule La fenêtre de tolérance. Donc pour redétailler plus précisément ces 3 phases, donc la phase d'alarme, c'est le moment où l'organisme va se préparer en fait, soit à la fuite, soit au combat, à la lutte. Lorsqu'il est confronté à une situation qu'il évalue comme stressante, en fait, l'organisme il va réagir immédiatement en libérant des catécholamines qui sont produits par la glande médulo-surrénale
et notamment l'adrénaline. Ces hormones, elles vont augmenter la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les niveaux de vigilance, la température corporelle et on l'a vu, hein, ça sert en fait à préparer l'organisme à réagir en amenant de l'oxygène aux organes qui vont être sollicités. Donc c'est le stade en fait de première exposition au stress, c'est le stade de stress aigu et là le cerveau, il est en mode réflexe, clairement. Si la situation persiste, l'organisme va entrer en phase de résistance. Donc là, de nouvelles hormones, on l'a vu tout à l'heure, comme les glucocorticoïdes vont être sécrétés et ces hormones, elles vont augmenter le taux de sucre dans le sang pour apporter l'énergie nécessaire aux muscles, au cœur et au cerveau et maintenir un niveau constant de glucose. Là, l'organisme, il se prépare en fait à des dépenses énergétiques nécessaires pour répondre à la situation stressante qui dure. Cette sécrétion de glucocorticoïdes, elle est autorégulée. Il y a des récepteurs du système nerveux central qui détectent les quantités libérées dans le sang et qui vont adapter leur production, en fait. Donc, le système est extrêmement bien fait, hein, puisque il va générer, en fait, les hormones qui vont lui permettre de faire face. Par contre, si la situation stressante se prolonge ou s'intensifie, là, l'organisme, il entre en phase d'épuisement parce que dans cette situation, les capacités de l'organisme, elles sont débordées, en fait. L'autorégulation des glucocorticoïdes, devient inefficiente. L'organisme est submergé d'hormones activatrices qui, si les tentatives de modification de la situation se révèlent inopérantes, si on n'arrive pas, en fait, à agir sur la situation ou à échapper à la situation, eh bien, ça peut devenir délétère pour la santé. Des études récentes évoquent d'ailleurs la possibilité d'une combinaison de deux mécanismes, une hyperactivité de l'axe corticotrope dans les premiers temps, et puis suivie d'une hypoactivité de ce même axe. Donc voilà pour comprendre un petit peu comment ce qui se passe en fait, hein, sur le plan hormonal et je dirais neurophysiologique lorsque l'on est confronté à une situation de stress. Dans la prochaine vidéo, nous évoquerons les symptômes du stress, c'est-à-dire comment ça se manifeste très concrètement et ce, sur différents plans. Et puis, nous verrons également quelques pistes, quelques exercices pour pouvoir réguler le stress. Si vous souhaitez me retrouver, et notamment retrouver mes vidéos, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube où vous retrouverez donc toutes les vidéos que j'ai postées jusqu'ici, ainsi que mes podcasts qui sont également sur Spotify. Aujourd'hui, il y a 2 saisons, de plusieurs vidéos chacune, une sur la vulnérabilité et l'autre sur l'estime de soi et la relation d'emprise. Vous pouvez me trouver également sur Facebook et sur LinkedIn et enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient, s'engager dans une formation, pour booster l'estime de soi, j'en propose également une en distanciel sur Teacheasy. Vous avez là mes coordonnées ainsi que les différents ouvrages que j'ai écrits. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez déjà fait. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.